11h24 dans Europe 1 et vous. Tout autre sujet à présent, la situation au Proche-Orient. Alors, quelle est l'atmosphère sur place? Est-ce que les gens ont peur? On a avec nous un habitant français à l'étranger. Il habite à Tel Aviv. C'est Ben qui est avec nous. Oui, on rappelle que, évidemment, vous pouvez réagir sur l'antenne d'Europe 1. Comme l'a fait Ben au 01 80 20 39 21. Donc, nous sommes 15 jours après la frappe israélienne en plein Téhéran qui a éliminé le chef du Hamas, Ismaël Haniyeh. La population d'Israël semble retenir son souffle. Bonjour Ben. Bonjour. Vous êtes donc établi à Tel Aviv. Quelle est l'atmosphère sur place? Écoutez, l'atmosphère, c'est que on attend une attaque qui. C'est un peu comme si on prenait en otage un pays tout entier. On a des représentants de la garde iranienne qui ont dit qu'ils pouvaient attaquer à tout instant, comme attaquer dans 10 ans. Donc voilà. On continue à vivre parce que c'est la résilience nous fait honneur et on continue à vivre malgré tout, mais c'est vrai qu'on attend à tout instant quelque chose qui pourrait n'arriver que finalement dans quelques années. Vous n'avez pas peur? Si, on a peur. Depuis le 7 octobre, tout est possible. Absolument tout est possible. D'un autre côté, on a la chance d'avoir un soutien bienvenu de leaders européens, des États-Unis qui ont fait comprendre aussi à l'Iran que qu'Israël était soutenu, mais enfin voilà, la peur reste là. On a c'est terrible parce qu'en plus de ça, on a évidemment la situation des otages. On attend toujours de voir ce qui se passe avec eux. On a un terroriste qui a été tué il y a quelques jours. C'est un terroriste qui a été libéré il y a quelques mois contre quelques otages. En échange d'otages. Voilà, c'est ça. Donc c'est-à-dire que de toute façon, on va libérer des gens, on va libérer des terroristes palestiniens. Et ces terroristes continueront à vouloir essayer de tuer les Israéliens. Donc la peur continue, la peur est là, mais on continue à être résilient quoi qu'il arrive. Et vous vous sentez encore en sécurité en Israël? Ah oui, pour rien au monde, je quitterai ce pays. Si on se parle entre nous, entre Français qui sommes d'ici, et entre Israéliens tout court, moi ça fait 20 ans que je suis ici, bientôt. Pour rien au monde, je quitterai ce pays. Je me sens plus en sécurité ici, malgré le risque de me prendre une bombe sur la tête, que de me retrouver ailleurs. Parce qu'au moins ici, on a la possibilité de se défendre. Est-ce que certains Israéliens en veulent aux autorités de ce pays? Est-ce que c'était nécessaire d'aller assassiner Ismaël Haniyeh en plein cœur de Téhéran? Bah écoutez, c'est à partir du moment où on prend la responsabilité d'attaquer Israël en son sein, et pas seulement, c'est pas une armée face à une autre armée, c'est des terroristes qui vont éventrer des femmes enceintes. Israël ne pouvait pas ne pas répondre. La question, c'était de savoir quand. Donc beaucoup très vite ont compris que ce serait une réponse à la Munich. Vous savez, quand les athlètes israéliens se sont fait assassiner. Aux Jeux Olympiques de Munich. Ça a pris ça a pris plusieurs années à Israël d'éliminer tous les commanditaires. Mais en attendant, on savait que ça finirait par arriver. Donc là maintenant, c'est pour faire comprendre que quiconque touche à Israël finit par en payer le prix. Et c'est absolument extraordinaire. Y compris l'Iran, y compris aller frapper au cœur de Téhéran, dont on imagine bien qu'il est compliqué pour l'Iran de ne pas répondre à une provocation de ce type. Oui, bien sûr, mais le fait est que l'Iran maintenant se retrouve dans une situation délicate parce que ils sont dans une situation où ils se rendent compte qu'Israël est beaucoup plus soutenu que ce qu'ils ne pensaient. Ils savent aussi qu'Israël peut frapper de la façon la plus exacte et la plus précise qui soit. De toute façon, ça fait des années qu'on le prouve. Donc là maintenant, les yeux sont rivés sur l'Iran et ils ont évidemment aucun intérêt à relancer quelque chose de l'ampleur de ce qui s'est passé dans la nuit du 13 et 14 avril, sachant qu'Israël sait exactement où se trouvent leurs infrastructures portuaires et nucléaires. Et donc voilà, ils ne peuvent pas se permettre de faire quelque chose de cette ampleur. Mais en tout cas, voilà, l'Iran
ne peuvent pas non plus perdre la face et ne pas attaquer. La question est en effet de savoir quelle sera la nature de cette attaque et quand ça se passera. Ben, c'est très intéressant. Votre témoignage est très intéressant. On va vous garder en ligne si vous le permettez. On va vous reprendre dans quelques instants. Vous pouvez évidemment continuer à réagir. Tout comme Ben, réagir au 01 80 20 39 21. Comme Ben, vous pouvez nous appeler si vous habitez en France ou même à l'étranger au Moyen-Orient. 01 80 20 39 21. On continue à parler du sujet Moyen-Orient. À tout de suite, restez avec nous. 11h34 dans Europe 1 et vous, juste avant les infos, nous évoquions la situation au Proche-Orient, 2 semaines après l'assassinat d'Ismaël Haniyeh, chef politique du Hamas. Ben est toujours en ligne avec nous depuis Tel Aviv en Israël et vous recevez également Meyer Habib, Olivier Delagarde, ancien député apparenté LR des Français à l'étranger qui est également franco-israélien. Oui, la question qui se pose depuis quelques jours, c'est de savoir si une riposte militaire iranienne est inéluctable. Bonjour Meyer Habib. Bonjour Olivier Delagarde. Comment est-ce que vous réagissez à ce qui se passe en ce moment en Israël ? Avec une certaine tristesse. Après ce qui s'est passé le 7 octobre, les avis ont vite changé. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un danger vital, non seulement pour Israël, pour l'humanité, c'est la nucléarisation de l'Iran. Il y a un article du Wall Street Journal qui est sorti il y a quelques jours. Contrairement à ce qu'on pensait, les Iraniens sont à quelques encablures d'avoir l'arme nucléaire. Et je peux vous dire qu'avec ou sans réaction de l'Iran, pour bien connaître Benjamin Netanyahou depuis plus de 30 ans, jamais Benjamin Netanyahou ni Israël ne laissera l'Iran avoir l'arme nucléaire. Ce qui serait un danger existentiel, pas simplement pour Israël, pas simplement pour le Moyen-Orient, mais pour toute la civilisation judéo-chrétienne à travers le monde. Parce que leur objectif à ces djihadistes, on l'a vu le 11 septembre 2001, c'est pas simplement de détruire Israël, qui est le petit Satan, c'est le grand Satan, c'est la civilisation judéo-chrétienne. C'est ma conviction intime. Et donc, alors on ne sait pas, comme vous dites, s'il y aura une réaction de l'Iran que tout le monde attend. Mais moi, ce que je sais, c'est qu'à court, moyen et très court terme, Israël ne pourra pas. Et l'idéal serait que le monde libre, qui s'est trompé totalement, les Américains en premier lieu, qui pensaient, qui étaient sûrs que l'Iran ne développait un programme nucléaire militaire, ce qui n'est pas le cas. Ils sont à quelques encablures, quelques semaines, quelques mois. Certains, les plus optimistes, disent d'avoir l'arme nucléaire. Et ça, je pense que les Israéliens ne laisseront jamais passer. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire ? Qu'il faut détruire l'Iran ? Il ne faut pas détruire l'Iran. Il faut détruire les capacités nucléaires de l'Iran. Et c'est possible, ça ? Ah ben bien sûr que c'est possible. On sait parfaitement, enfin en tout cas le monde sait parfaitement où se situent les centrales nucléaires, les lieux les plus cachés entre guillemets. À l'époque, Begin l'avait fait en 77 à Osirak. C'était à l'époque en Irak. Saddam Hussein. Aujourd'hui, alors soit on ferme les yeux, on continue à faire comme s'il n'y avait rien, soit on se réveille. Mais je vais vous dire quelque chose. Parlez à la diaspora iranienne. Parlez aux Iraniens qui sont en France, parlez c'est un magnifique peuple l'Iran, avec une immense culture, et ils ont entre parenthèses d'immenses savants et d'immenses scientifiques. Parlez avec eux, ils vous expliqueront le danger des islamistes. Et après, la solution miracle n'existe pas, on pourrait fermer les yeux, mettre un bandeau devant les yeux, tout va bien dans le meilleur de monde, calmez-vous, tout va aller. Non, c'est pas le cas. On l'a bien vu d'ailleurs, les Israéliens ont fait y compris des erreurs au niveau intelligence, parce que ce qui s'est passé le 7 octobre n'aurait jamais dû arriver. On est bientôt dans quelques semaines, on commémorera l'année du 7 octobre. Et l'Iran, pour répondre factuellement, mais sans langue de bois à votre question, est responsable de ce qui se passe à Gaza, au Hezbollah, le Liban, qui était la Suisse du Moyen-Orient, qui était un pays magnifique, francophone, francophile, avec qui nous Français, on a d'immenses liens, d'immenses histoires, mais pas que, les Houthis, ce qui se passe dans la Judée, en Samarie. Le terrorisme ne développe pas dans l'air. Il faut qu'il y ait des pays qui le soutiennent, qui l'arment, qui le développent, qui le financent. Entre autres, c'est l'Iran. Et l'Iran est un pays riche, qui a d'énormes revenus du fait de ses hydrocarbures, et qui continue envers et contre tout, et malgré l'élimination qui a eu lieu d'un des têtes de serpent, Ismaël Haniyeh, il y a quelques jours par les Israéliens, ma conviction, c'est que à court ou moyen terme, cette question devra être résolue. Et la meilleure des choses, c'est qu'il n'y ait évidemment pas une guerre
globale avec Israël, mais c'est que le monde entier, la France, les États-Unis, l'Europe, la Russie, je suis inquiet de ce qui se passe en Russie, parce qu'il y a des liens proches qui sont rapprochés entre la Russie et l'Iran. Enfin, voilà. Meilleur Habib, je vais revenir vers vous dans un instant, et on est également en ligne avec Ben, un Français qui est établi à Tel Aviv. Vous êtes toujours avec nous, Ben ? Je suis avec vous. Bon, vous venez d'entendre Meilleur Habib. Comment, à votre avis, quel est l'état d'esprit de la société israélienne par rapport à l'Iran ? Il y a une volonté d'aller frapper l'Iran au cœur, d'aller détruire ses capacités nucléaires dont nous parlait Meilleur Habib il y a quelques instants. Oui, il y a cette volonté. Il y a la volonté de faire comprendre à l'Iran que cette capacité nucléaire, c'est quelque chose que... Il faut savoir que ça fait des années et des années que les services secrets, les services de l'armée et le gouvernement sont au courant des emplacements. Ils savent que l'Iran sont vraiment sur le point d'obtenir cette arme. Qu'ils l'utilisent ou pas après, c'est une autre question, à savoir est-ce qu'ils voudront utiliser cette arme de manière dissuasive dans la région, c'est une chose, mais c'est une menace que Israël ne veut pas se permettre de laisser passer, sachant que n'ayant pas l'arme nucléaire, ils se sont débrouillés pour organiser et orchestrer un 7 octobre. Imaginez s'ils avaient l'arme nucléaire. Donc c'est quelque chose qui de toute façon fait beaucoup plus consensus. Alors évidemment, il y aura toujours des nuances dans la société israélienne, il y aura toujours des gens qui seront pour ou contre, mais il y a un consensus par rapport au fait que il faut faire comprendre à l'Iran qu'il y a eu un avant et un après 7 octobre et que ça commence par l'élimination précise de ces proxys, de ses alliés, et des alliés du Hamas et des alliés du Hezbollah, mais également lui faire comprendre que ce sera sans l'arme nucléaire qu'elle pourra continuer à exister dans la région. Mais la société israélienne, à votre avis, ne craint pas un embrasement général, une guerre généralisée au Proche-Orient ? Ah si, carrément. Le problème, c'est que, la chose qu'on a tous appris en fait dans la nuit du 13 au 14 avril dernier, c'est que Israël n'est pas seul dans la région. Et ça a été en fait un coup de force qui a fait reconsidérer la stratégie militaire et la stratégie d'attaque de l'Iran, ce qui fait qu'aujourd'hui l'Iran ne se permet pas l'Iran. Quand je parle de l'Iran, je parle évidemment du régime des mollahs. Je ne parle pas de la population, je ne parle pas du pays dans son ensemble. Mais l'Iran, depuis le 13-14 avril, a appris quelque chose et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est dans l'attente. Si on n'avait pas eu la nuit du 13 au 14 avril, je pense que ça fait longtemps qu'on aurait pu déjà avoir des attaques iraniennes. Merci beaucoup, Ben. Je rappelle que vous êtes un Français établi à Tel Aviv. Meilleur Habib, vous êtes toujours avec nous, ancien député apparenté à l'ère des Français de l'étranger, notamment israéliens. Comment est-ce qu'on... Ils m'ont donné 85%, y compris aux dernières élections, les franco-israéliens. Donc j'ai quelques légitimités pour parler à leur nom. Mais c'est pour ça qu'on vous donne la parole sur Europe 1. Meilleur Habib, comment est-ce qu'on fait pour éviter un embrasement généralisé que tout le monde craint? Les Occidentaux, les Américains, tout le monde le craint. Je vais vous dire quelque chose. Si vous me posez une bonne question, une question délicate. La chose la plus facile, c'est de vous dire non, on va calmer les choses, tout va aller mieux. Mais c'est repousser pour mieux sauter. Regardez les accords à l'époque, ce qui s'est passé avant la Seconde Guerre mondiale. On pensait avoir la paix, on a eu l'humiliation, la guerre est un des plus grands drames que l'humanité n'ait connu. Et donc, aujourd'hui, il faut comprendre qu'on a affaire à l'islamisme international mondial, chiite ou sunnite, peu importe, qui n'a aucune limite. Est-ce que vous auriez pu imaginer dans vos rêves les plus fous ce qui s'est passé le 11 septembre 2001 ? Quelqu'un aurait fait un film, on aurait dit « il est fou, ça n'existera jamais ». C'est arrivé. L'objectif, je ne parle pas des musulmans, je parle des islamistes, des djihadistes, ils n'ont aucune limite. Les communistes avaient certaines limites. Pas beaucoup, mais certaines limites. Les djihadistes, les islamistes n'en ont pas. Donc si vous me dites, et le monde dit c'est pas grave, on peut vivre avec une bombe islamiste, je crois que, si vous me posez la question, je suis obligé de vous répondre. Regardez ce qui s'est passé le 7 octobre.
on a violé, tué, massacré. Les gens ont très vite oublié. Après la compassion, après les condamnations, on condamne maintenant Israël qui n'a pas le droit à l'erreur parce qu'elle disparaîtrait. Mais pas ça, je veux que vos auditeurs comprennent et que la France comprenne. C'est qu'Israël est le premier rempart de l'Europe, de la France, contre le djihadisme, contre le terrorisme. Est-ce qu'on a oublié ce qui s'est passé chez nous au Bataclan? Est-ce qu'on a oublié que le père Hamel a été égorgé dans une église? Est-ce qu'on a oublié ce qui s'est passé à Charlie? Mais pas simplement chez nos compatriotes juifs, chez les Français en général. Pourquoi? Il y avait une question de territoire, d'implantation, de colonie? Non. Les gens veulent détruire la civilisation judéo-chrétienne. C'est ces gens-là. Bon, Meyer Habib, vous restez avec nous, parce que je voudrais aussi vous interroger sur cette affaire, ce ministre israélien qui est allé prier sur l'esplanade des mosquées. Qu'est-ce que vous pensez de cette provocation? Vous restez en ligne. On sera également avec Frédéric Ancel dans quelques minutes. Midi moins le quart dans Europe 1. Vous restez avec nous pour ce sujet, Moyen-Orient, Israël et Iran. À tout de suite. Europe 1 et vous, 11h, 13h, Olivier Delagarde. Et on parle de la situation en Israël ce matin. Dans quelques instants, nous serons en ligne avec le géopolitologue Frédéric Ancel. Mais nous sommes également avec Meyer Habib, ancien député apparenté LR des Français de l'étranger. Meyer Habib, je voulais également vous écouter sur cette provocation. Le ministre de la Sécurité intérieure israélien, Itamar Ben-Gvir, a déclenché une belle polémique en allant ostensiblement prier sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem-Est en compagnie de 3000 fidèles juifs. Alors rappelons que le lieu est considéré comme sacré par les musulmans, qu'en vertu d'un statu quo qui date de 1967, les non-musulmans peuvent bien se rendre sur l'esplanade des mosquées, mais qu'ils ne peuvent normalement pas y prier. C'est de la provocation, là, clairement. Écoutez, c'est un sujet sensible. Le mont du Temple est le lieu le plus sacré du judaïsme depuis maintenant près de 3000 ans. Et hier, le peuple juif commémorait en 68 après Jésus-Christ, les deux temples de Jérusalem ont été détruits. Et donc, les juifs passent devant le mont du Temple, appelé aussi esplanade des mosquées, mais il y a un statu quo. Je pense que le statu quo doit être respecté, qu'on soit d'accord ou pas. Même si jamais c'est l'endroit le plus sacré pour le judaïsme, il est aussi pour les musulmans, donc il faut respecter. C'est quoi le statu quo? C'est que, en fait, un juif peut passer, mais il n'a pas le droit de prier. Ils ont prié quelques instants. Bon, ils n'auraient pas dû le faire. Je regrette. Ils l'ont fait savoir. Ils l'ont mis sur les réseaux sociaux. Et le but, c'était pas juste d'avoir une conversation avec Dieu. C'était n'importe quel musulman, n'importe chrétien peut aller prier dans une église ou devant le mur occidental et ça ne dérange personne. On est d'accord. Mais bon. Parce que c'est la liberté, on a le droit de prier. Il y a des milliers de chrétiens et de musulmans d'ailleurs qui peuvent, s'ils le souhaitent, prier devant le mur occidental, dit des lamentations. En l'occurrence, il y a un statu quo. Donc sur ça, je vous rejoins. Mieux vaut, dans la situation actuelle, ne pas en rajouter. Ceci étant dit, il ne faut pas non plus grossir au-delà de ce qu'ils sont passés. Ils auraient dû pas prier. Ils ont prié quelques secondes. Je pense qu'ils n'auraient pas dû le faire. De là à en faire un événement majeur mondial, ça reste mineur par rapport au massacre, à la folie islamiste, djihadiste, de part et d'autre. Ceci étant dit, pour répondre clairement à votre question, ils auraient mieux fait de s'abstenir, pas de passer, mais d'y prier, parce qu'on respecte le statu quo, et le statu quo dans ces moments chargés, délicats, mieux vous respecter. Meyer Habib, est-ce que tout cela n'est pas dans l'objectif de faire capoter les discussions en vue d'une trêve dans la bande de Gaza, ces discussions qui doivent reprendre justement demain? C'est encore une bonne question. Ils vont reprendre la Doha demain. Les discussions, c'est quoi? Les discussions, pour bien connaître Netanyahou, et lui parler encore régulièrement, encore 48 heures de cela, il est prêt à faire de concessions douloureuses pour libérer les otages, mais pas n'importe quelle concession, et en aucun cas de ne pas liquider le Hamas, en tout cas sa branche militaire ou politique, ce qui est exactement la même chose, puisqu'on a bien vu que le nouveau patron du Hamas, c'est devenu Sinwar aujourd'hui, qui est recherché, donc c'est exactement la même chose. Donc oui, parce qu'il y a un prix, hélas, à payer, même si votre invité expliquait, Ben, je crois, tout à l'heure, que on a vu que quelqu'un qui a été libéré il y a première vague de négociations lorsqu'il y a eu des libérations, immédiatement passé au terrorisme. Et donc les gens qu'Israël va libérer risquent, et on l'a vu par le passé, de immédiatement devenir des bombes humaines et des terroristes potentiels. Mais ceci étant dit, c'est aux Israéliens à en décider, il y a un prix à payer, il faut libérer ces otages, et je crois, et pour en avoir parlé avec Nathalie, qu'il est prêt à payer un prix, mais pas n'importe quel prix.
Voilà. Et en aucun cas d'arrêter cette guerre avant d'avoir détruit le Hamas. En aucun cas que l'axe de Philadelphie doit rester sous contrôle israélien. En aucun cas de donner la possibilité au Hamas, qui sont des djihadistes, des terroristes, sur lesquels on a fermé les yeux pendant des années, y compris avec des erreurs du gouvernement israélien, avec la coopération de l'Égypte, de continuer à faire entrer des armes. Donc, on espère que ça aboutira. Mais si quelqu'un pense qu'on va arriver à la fin de la guerre, ça n'arrivera pas tant que le Hamas soit totalement détruit. En tout cas, tant qu'il y aura l'administration Netanyahou au pouvoir. Meilleur Habib, vous restez avec nous et nous sommes en ligne avec
12h04 dans Europe 1 et vous, ça continue jusqu'à 13h avec le standard d'Europe 1 qui vous est toujours ouvert au 01 80 20 39 21. Et pour continuer bien de parler de la situation au Moyen-Orient, nous sommes toujours avec Meyer Habib, ancien député des Français établis hors de France, et Frédéric Ancel, spécialiste du Moyen-Orient et géopolitologue. Frédéric Ancel, j'aimerais vous entendre sur ce moment qu'on est en train de vivre. Alors il y a d'un côté évidemment ces menaces iraniennes sur Israël, il y a ceux également, on est à la veille d'une reprise de négociations de paix. Tout ça est évidemment concomitant. C'est concomitant, oui et non, parce qu'en fait, des négociations, on sait, sur le plan militaire, même entre belligérants qui se haïssent et qui se mènent une guerre extrêmement dure, elles existent toujours. Alors, elles sont parfois seulement techniques, évidemment, elles ne sont pas nécessairement politiques, mais elles existent. Et je vous dirais que tout fanatique apocalyptique absolu soit-il, Sinwar ne fait pas nécessairement la politique de la disparition dans un monde meilleur de son camarade de combat Haniyeh il y a quelques jours. Je veux dire par là que si Sinwar décide à un moment M sur un dossier D et sur un Sinwar, c'est le nouveau chef du Hamas. Oui, le chef non seulement militaire, mais du coup absolu, de l'intégralité du Hamas. S'il décide que c'est intéressant pour lui, le couteau sous la gorge, dans une situation militaire objectivement calamiteuse, de libérer les otages contre des prisonniers, il le fera avec ou sans Sinwar et avec ou sans l'aval de l'Iran. Et je dois vous dire que autant les Palestiniens, l'autorité palestinienne, si tant est d'ailleurs qu'elle disposait d'un véritable chef digne de ce nom, peut revendiquer à bon droit et très légitimement des négociations, un retour des négociations et un partage d'un certain nombre de territoires avec Israël, autant pour le coup l'Iran, la République islamique d'Iran, qui n'a évidemment aucune frontière avec Israël, ni non plus le Hezbollah, ne dispose de la moindre légitimité à mener une guerre contre Israël. Ça, c'est quelque chose qui me paraît important de rappeler. Mais vous pensez que la désescalade est possible ? Je pense que la désescalade est possible avec l'Iran, faute de moyens, on l'a vu tout à l'heure, faute de moyens stratégiques aux mains de Téhéran. Je ne crois pas à une désescalade dans la bande de Gaza. Je crois que les Israéliens iront jusqu'au bout, je l'ai dit depuis le massacre du Hamas le 7 octobre dernier, et je crois que c'est d'autant plus vrai que Sinwar est réellement hors pragmatisme, en tout cas sur l'intégralité de du combat qu'il mène, et la nature, pas seulement militaire, mais ouvertement pogromiste du massacre du 7 octobre contraint le gouvernement israélien. Alors on peut le critiquer, c'est ce que je fais très régulièrement d'ailleurs, et notamment sa coalition, la droite de sa coalition, mais en fait pousse n'importe quel gouvernement israélien, fût-il naguère de gauche, à aller jusqu'au bout. Je pense que les Israéliens ne permettront pas au Hamas de rester. Il peut y avoir ici ou là des négociations, donc en vue et c'est souhaitable, de la libération des otages, mais je pense qu'il ne permettra pas au Hamas de se maintenir politiquement et militairement dans la bande de Gaza. Et qu'est-ce qu'il faut penser de cette provocation, appelons ça comme ça, du ministre de la Sécurité intérieure israélien qui est allé prier ostensiblement avec 3000 autres juifs sur l'esplanade des mosquées? C'est une volonté de faire échouer les tentatives de négociation? Oui, non seulement ça, mais j'ai toujours considéré que Smotrich et Ben Gvir étaient des extrémistes irresponsables. Avec moi, un peu plus des 3/4 des Israéliens d'ailleurs le disent, dans tous les sondages, dans toutes les enquêtes d'opinion, chaque semaine. Je ne parle pas de la partie, on va dire, centre-droit du gouvernement, qu'on peut dire critiquer, contester aussi, mais en tout cas, cette aile d'extrême droite, elle est absolument irresponsable. Et je pense que de ce point de vue-là, on a affaire effectivement à un gouvernement, une coalition en tout cas, israélienne qui ne peut pas être soutenue par d'autres diplomaties. Et on l'a bien vu d'ailleurs à plusieurs reprises avec Washington, où malgré tout persiste encore un soutien. On l'a vu encore à quelques heures avec l'acceptation de la vente d'armements lourds à Israël. Mais enfin, c'est vraiment une extrémiste. Et je pense que la majorité des Israéliens n'acceptera pas, d'une manière ou d'une autre, d'attendre 2 ans, un peu plus de 2 ans, donc avant le prochain scrutin, en principe prévu pour le scrutin législatif, pour le renouvellement de la Knesset, et je pense que cette coalition ne terminera pas sa mandature. Merci beaucoup Frédéric Ancel, géopolitologue, j'y arriverai, spécialiste du Proche-Orient. Je rappelais cet ouvrage que l'on peut se procurer dans les meilleures librairies, Les 100 mots de la guerre, aux éditions PUF. Merci d'avoir été en direct avec nous sur Europe 1. On est en ligne avec un auditeur qui nous appelle, Absa. Vous êtes avec nous ?
Ah non, nous n'avons plus cet auditeur. Meilleur Habib, vous êtes toujours avec nous ? Oui, je suis toujours avec vous, Olivier de la Garde. On parlait de ces négociations de demain. Est-ce qu'il n'y a pas toute une frange de la population israélienne qui est contre finalement tout accord petit ou grand avec le Hamas, avec le Hezbollah et qui est partisan d'une solution qu'on pourrait qualifier d'extrême? Cher Olivier de la Garde, je suis en opposition absolue à ce qui vient d'être dit par votre invité. Mais c'est votre droit le plus, c'est votre droit voilà. le plus mais profond. je veux dire, à la différence, c'est que j'ai la légitimité d'avoir près de 85% des voix en Israël. Si je le redis, c'est parce que les Français d'Israël, en tout cas, pensent très majoritairement comme moi. Ce gouvernement de Netanyahou, ça fait des mois que sur toutes les antennes en France, un peu moins sur certaines, mais sur beaucoup, en tout cas, on l'enterre. Il est parti, il n'y aura pas d'élection, c'est fini, etc. J'aurais aimé voir la gauche, on va dire, bien pensante, être aussi critique lorsqu'on a eu les islamistes qui étaient dans le dernier gouvernement en Israël. On n'a pas entendu grand monde. Là, aujourd'hui, il y a un gouvernement qui est élu et démocratique. Et Israël est le seul État démocratique de la région. Et le jour où Netanyahou a perdu les élections, il est rentré immédiatement, il a tout arrêté, il est rentré dans le civil. C'était en 1999. Mais jusqu'à nouvel ordre, y compris les derniers sondages, le font gagner dans toutes les configurations. Sauf peut-être avec une alliance avec les djihadistes, les terroristes qui siègent à la Knesset, parce qu'Israël est un État démocratique où les Arabes et musulmans votent bien évidemment, mais dont certains ne condamnent même pas ce qui s'est passé le 7 octobre, et pour qui le Hamas est un mouvement de résistance. Alors là, il y a des gens qui peuvent imaginer qu'il y ait demain une coalition avec ces gens-là. Croyez-moi que la majorité, l'écrasante majorité, Olivier de la Garde, pour répondre clairement à votre question, est contre ça. Parce qu'Israël, il existe un minuscule État juif de 24 000 km², c'est le seul État juif à travers le monde, et qui existera envers et contre tout. Cette guerre, Israël va la gagner envers et contre tout. Avec l'appui de la France ou sans la France. Avec l'appui des États-Unis ou sans les États-Unis. Parce qu'elle n'a pas le choix. Parce que pendant 39-45, on a tué, je suis désolé de rappeler, 6 millions de Juifs dans un silence assourdissant des nations. Et Israël, aujourd'hui, qu'on soit à gauche, au centre, à droite, etc., veut vivre. Et parce que Israël défend nos valeurs dans cette partie du monde. Et aujourd'hui, hélas, c'est la guerre. Des gens qui ont brûlé, tué, violé, massacré des bébés, des femmes et des enfants doivent payer. Et croyez-moi que l'écrasante majorité des Israéliens, d'abord, veulent continuer à avoir Benjamin Netanyahou au pouvoir, et deux, veulent se débarrasser du Hamas. Meilleur Habib, pardon. Vous savez qu'est-ce qui veulent plus la paix? Ce sont les pays arabes modérés. Vous posez la question. Oui. Vous dites que, pour vous, Israël va gagner la guerre et les opérations militaires, peut-être, mais ce territoire, il est minuscule. Un jour, il va falloir que les Palestiniens et les Israéliens se remettent à se parler. Comment est-ce que ça peut être possible ? Vous avez raison, mais Israël a tout fait pour essayer de faire la paix. Il a signé les accords d'Oslo. J'ai bien connu Ariel Sharon, qui était un ami très proche. Il est sorti de la bande de Gaza jusqu'au dernier centimètre carré pour justement essayer de faire la paix. Mais qu'est-ce qu'on a eu le problème, c'est que c'est pas une question de territoire, c'est une question de civilisation. Et aujourd'hui, le djihadisme mondial, l'idéologie islamique, n'est pas une idéologie de compromis. C'est une idéologie jusqu'au boutiste. Mais il faut faire avec ses ennemis. Il faut faire avec ses ennemis, de toute façon. Vous avez raison. Mais c'est pour ça que les pays arabes modérés, vous savez, Netanyahou devait aller au Maroc. Il avait signé les accords d'Abraham. Et on commençait à rêver d'une vraie paix. Pas une paix virtuelle. Une paix de reconnaissance mutuelle sur la base de paix contre la paix. Pas la paix contre la faiblesse et l'affaiblissement. On n'est pas dans une guerre du territoire. Il y a 52 États musulmans, 20 et quelques États arabes. Ils ont des millions de kilomètres carrés. C'est pas 6 000 mètres carrés que de la surface de la Judée et de la Samarie qui vont changer quoi que ce soit. Bien évidemment, les Palestiniens ont droit à l'autodétermination, mais ils n'auront pas d'armée, ils n'auront pas de tanks, ils n'auront pas d'avions. Parce que si jamais on a à peu près une semi-paix dans ce qu'on appelle les territoires palestiniens, c'est parce que le Sahel peut rentrer et les Israéliens ont le contrôle sécuritaire. Alors il faudrait beaucoup plus de temps pour en parler. Bon. On veut tous la paix, parce que nous sommes des humanistes, parce que nous rêvons tous de paix avec nos idéologies. Les gens de l'autre côté ne pensent pas exactement comme cela. C'est ce qui s'est passé chez nous à Caclanche. Il nous faudrait beaucoup plus de temps, voilà. Meilleur Habib. Mais on essaye d'ouvrir notre antenne et puis vous n'étiez pas d'accord avec Frédéric Oncet. Mais c'est bien, c'est normal, c'est le débat démocratique. Et les auditeurs se font une idée par eux-mêmes et ils peuvent trancher, croyez-moi. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1.